Bonjour à tous, bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron en Corse. Première visite du chef de l'État depuis son élection. Il est aujourd'hui à Ajaccio pour une cérémonie d'hommage au préfet Claude Érignac, assassiné il y a 20 ans, jour pour jour. Cet hommage sera à suivre en direct sur nos antennes. Demain, Emmanuel Macron sera à Bastia pour un discours politique censé répondre aux revendications des nationalistes. Nous serons également en direct tout au long de cette édition avec Oriane Mancini et Quentin Calmet depuis la Corse. Pour m'accompagner également sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Crétier. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques et spécialiste des mouvements nationalistes et de la Corse. Merci d'être avec nous. Également avec nous ce matin, Michel Verger-Franceschi. Bonjour, vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université de Tours et auteur de ce livre, Une histoire de l'identité corse des origines à nos jours, aux éditions Payot. Pour nous accompagner, Ludovic Faux, bonjour, vous êtes journaliste politique à LCP Assemblée nationale. Et j'accueille enfin Jean-Louis Andrani. Bonjour, vous êtes journaliste, auteur du livre Comprendre la Corse aux éditions Folio. Messieurs, avant de décrypter les enjeux de ce déplacement inédit, je le disais, on va tout de suite retrouver Oriane Mancini en direct d'Ajaccio. Oriane, un mot sur le déroulement de cette matinée. Déjà, le chef de l'État est-il arrivé ? Eh bien, il vient tout juste d'atterrir à l'aéroport d'Ajaccio, Delphine. Emmanuel Macron qui a un peu de retard sur l'horaire prévu. Il a eu du mal à décoller de Villacoublay à cause de la neige. Il vient donc tout juste de se poser en compagnie de Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud et Marlène Schiappa qui l'accompagnent durant ces 2 jours de déplacement dans l'île. Un déplacement qui commencera, vous l'avez dit, par le temps de l'hommage, de la commémoration, puisque le chef de l'État arrivera vers 11h ici dans cette rue Colonna d'Ornane, où il y a 20 ans, jour pour jour, était assassiné le préfet Érignac. Emmanuel Macron qui prononcera un discours à sa mémoire devant les anciens préfets de Corse ainsi que les élus de l'île réunis ici ce matin. Le chef de l'État qui inaugurera également une place à la mémoire de Claude Érignac, un olivier en dessous duquel il est gravé sur le sol ces mots: un homme, une place. Et puis ce qui rendra cet hommage d'autant plus émouvant, c'est la présence de la veuve du préfet Érignac, Dominique Érignac, qui se trouve dans l'avion présidentiel aux côtés d'Emmanuel Macron et qui prononcera un discours juste avant celui du président de la République. Merci Oriane pour toutes ces précisions et c'est effectivement une information importante. La famille sera de retour dans l'île pour la première fois depuis le drame. Jean-Louis Andrani, quels sont les enjeux de cet hommage selon vous ? Les enjeux de cet hommage, c'est d'une part, il est logique qu'il y ait un hommage des plus hautes autorités de l'État 20 ans, puisqu'on commémore davantage les anniversaires pile, donc 20 ans après. Et c'est le premier enjeu, évidemment. Le deuxième enjeu, c'est que ça ne crispe pas davantage une situation qui est assez tendue, qui est difficile. On en parlera plus tard. Donc voilà, il faut que ça se passe, disons, le mieux possible. On sait que Gilles Simeoni vient, on sait que Jean-Guy Talamoni ne vient pas. Le fait que son épouse prononce un discours, c'est un élément nouveau, puisque c'est assez rare, je pense, dans ce genre de commémoration. Donc voilà, il faut à la fois que ce soit digne et que ça ne tente pas la situation. Il y a une forte portée symbolique, Xavier Crétier, de cet hommage, on le disait. Oui, bien sûr, c'est important. Ça fait en effet 20 ans que le préfet a été tué. On le rappelle, c'est quelque chose qui a été dit maintes fois. Premier préfet assassiné sur le sol de la République depuis l'épisode de Jean Moulin. Donc c'est évidemment un drame absolu. On sait que c'est une date qui a marqué beaucoup en Corse. C'est peut-être pas la date d'ailleurs qui a le plus marqué, mais c'est une date qui a marqué. Je pense qu'il y a d'autres dates qui sont très très importantes dans la dynamique du nationalisme, mais elle a marqué parce qu'elle a retourné une partie de l'opinion publique contre ce qui a pu être appelé à l'époque une dérive brigadiste de la part de certains nationalistes, et elle a surtout montré les limites à pas franchir, même dans le camp nationaliste, puisqu'un certain nombre de nationalistes ont condamné l'acte, même si pour reprendre les mots de Jean-Guy Talamoni, on condamne l'acte, mais on condamne pas les auteurs, ce qui peut être un petit peu ambigu. Mais enfin, la portée symbolique est évidemment très forte. Et puis en plus, cet anniversaire se déroule en plein au moment de négociations très importantes, puisque depuis le 1er janvier, il y a une collectivité unique en Corse et va se jouer aussi un transfert de fonds, un transfert de compétences et la réponse à certaines revendications qui sont des revendications fortes de la part des nationalistes. Et justement, Ludovic, c'est une visite qui a finalement pris un tour davantage politique que mémoriel aujourd'hui.
Oui, néanmoins, l'agenda effectivement reste important dans la séquence. Effectivement, c'était d'abord un déplacement qui avait été prévu, organisé pour que Emmanuel Macron puisse rendre hommage à la mémoire du préfet Erignac. Et viennent ensuite se greffer un certain nombre d'enjeux politiques et institutionnels. Mais le président a tenu à maintenir cette séquence dans cet ordre-là, c'est-à-dire que d'abord l'hommage au préfet Erignac et ensuite une série de rencontres politiques et puis le discours de demain à Bastia, dans lequel il fixera un certain nombre effectivement d'orientations pour la Corse. Michel Verger-Franceschi, on le disait, ça a été une véritable onde de choc, cet assassinat. Ça a été rappelé, il n'y avait pas eu de préfet assassiné depuis Jean Moulin. Comment on était arrivé finalement à ce paroxysme de violence ? Alors, le préfet a malheureusement été victime de sa fonction symbolique, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que va dire Madame Erignac, mais je suis très heureux, en tout cas, qu'elle prenne la parole, parce que au-delà d'un meurtre quel qu'il soit, d'ailleurs d'un homme, quelle que soit sa fonction, son rôle dans la société, c'est quand même les familles qui sont toujours en première ligne. Et tout conflit se finit toujours par une réconciliation des familles. Et Jean-Guy Talamone a dit des choses qui ont pu peut-être choquer l'opinion de 2018 en disant « il faudrait un hommage à nos morts ». Et quand vous regardez dans toute l'histoire, tous les conflits finissent par la paix entre les familles. Regardez Napoléon. Il épouse la fille de son adversaire. Louis XIV, il épouse la fille de son adversaire. François Ier, il épouse la sœur de Charles Quint. Et donc, quand Mme Erignac va prendre la parole, j'espère que le peuple entier en Corse saura se montrer digne de l'hommage que l'on doit à son mari. Alors on va voir si c'est un premier pas vers une réconciliation. En attendant, Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Vous avez rappelé le contexte tendu dans lequel a lieu ce déplacement. On l'écoute et pour lui, il n'y a pas de solution de rechange. Moi je vous le dis très tranquillement, sans chantage à la violence. Aujourd'hui il n'y a pas de stratégie alternative. Il n'y a pas de stratégie de rechange. Les forces politiques qui aujourd'hui combattent les nationalistes n'ont pas la ressource, la vision, le soutien populaire indispensable pour réussir là où nous pouvons réussir, dès lors que nous serons, et c'est pour ça que c'est une stratégie du gagnant-gagnant, nous serons dans une relation de confiance avec l'État et avec la République. Si nous perdons, ça sera aussi l'échec de la démocratie et ça sera forcément derrière l'échec de l'État et de la République. Jean-Louis Andrani, puisqu'il est à la fois cet hommage aujourd'hui et ce discours attendu demain à Bastia du chef de l'État, quand vous entendez ces propos de Gilles Simeoni, est-ce que vous pensez que c'est un premier pas aujourd'hui vers une réconciliation ? Impossible de le savoir. Tout dépend de la tournure politique que prendra la visite. Mais quand Gilles Simeoni dit « si nous on perd, tout le monde perdra », je comprends ce qu'il veut dire, indépendamment de la défense de leur position. C'est un peu comme sur le continent. La gauche a déçu, la droite a déçu, là on a Macron. Si Macron déçoit, ça va être embêtant pour tout le monde. Et à l'échelle corse, c'est un petit peu pareil. La droite, qui a été au pouvoir très longtemps, a déçu. La gauche, qui est restée beaucoup moins longtemps, mais a déçu aussi. On sait que les nationalistes incarnent le renouveau sur place, même leurs adversaires le reconnaissent. Et si eux-mêmes échouent, c'est vrai que ça va être une mauvaise nouvelle pour tout le monde, si on peut dire. Alors justement, on va revenir sur cette affaire, sur cet assassinat du préfet Erignac. Je le disais, c'était il y a 20 ans. Il était tué par balle dans une rue d'Ajaccio, alors qu'il rejoignait son épouse au théâtre. Un assassinat qui avait provoqué une véritable onde de choc. Héloïse Grégoire. Claude Erignac, préfet de Corse, représentant de l'État, est lâchement assassiné dans les rues d'Ajaccio le 6 février 1998. Le crime est revendiqué 3 jours plus tard par un groupe nationaliste qui demande la souveraineté de l'île de Beauté. Un paroxysme de violence qui délégitime cette mouvance nationaliste. Cet assassinat n'a fait que renforcer les tensions internes et les dissensions sur l'opportunité ou non de recourir à la lutte armée, de sortir de la clandestinité. Donc ça constitue un tournant. Les jours suivant l'assassinat du préfet, des dizaines de milliers d'insulaires expriment leur effroi et leur choc lors des plus grandes manifestations jamais organisées à Ajaccio et Bastia. Face à cette onde de choc, c'est une nouvelle étape pour les nationalistes corses qui déposent les armes et adoptent la voie démocratique. Le recours à la violence qui empêchait toute une frange de la société corse qui pouvait partager un certain nombre de convictions de ces nationalistes sur l'autonomie, sur la reconnaissance de la spécificité de l'île, mais qui ne pouvait pas
au nom de leurs valeurs, aller jusqu'à voter pour un mouvement politique qui n'était pas au clair avec le mouvement clandestin et son rapport avec la lutte armée. À partir du moment où les nationalistes ont tourné cette page, eh bien on a vu l'audience et l'essor de ce mouvement se développer au plan électoral. 2014, Gilles Simeoni devient maire de Bastia, tout un symbole. C'est la première victoire électorale des nationalistes. 2017, le parti triomphe également aux élections territoriales. Le meurtre de Claude Érignac aura été l'élément déclencheur d'une nouvelle phase du nationalisme corse. Voilà, alors que la famille de Claude Érignac est arrivée sur place, on le voit sur ces images, Dominique Érignac qui devrait s'exprimer entouré de ses 2 enfants. C'est important et c'est inédit, on le disait, c'est le premier retour de la famille sur l'île depuis le drame. Xavier Chrétier. Oui, bien sûr. Madame Érignac s'était montrée extrêmement silencieuse depuis cette affaire. Mais je pense que pour revenir sur l'assassinat d'Érignac, il y a quelque chose qu'il faut, à mon sens, bien comprendre, et c'est ce qui fait la tragédie absolue de cet assassinat. C'est-à-dire qu'Érignac est assassiné, certes en tant que préfet, en tant que représentant de l'État dans l'île, mais il n'est pas seulement assassiné pour ça. Et je pense qu'il est aussi assassiné, que ce meurtre correspond à une logique interniste, et pas seulement une opposition à l'État. Il y a clairement dans ce meurtre, de la part d'un petit commando qui était présent et d'un petit groupe de nationalistes qui était présent dans la région de Cargèse, une volonté de mettre à mal, à l'époque, le FLNC Canal Historique qui négociait avec les structures du pouvoir. Clairement, et c'est souvent le cas dans la dynamique du nationalisme corse, on a fait un acte d'éclat, un acte extrêmement fort pour recomposer le nationalisme corse à son profit. Donc c'est peut-être moins, d'une certaine façon, une opposition à l'État qu'un règlement de compte interne et une volonté de reprendre le leadership en tuant cet homme. C'est ça qui est absolument dramatique, qui est absolument terrible. C'est pas seulement parce que c'était un représentant de l'État, c'était plus pour de la politique interne au sein de la famille nationaliste que cet assassinat a été fait. Et c'est, à mon sens, ce qui fait la dimension totalement terrible et totalement dramatique de cet assassinat. Je voudrais qu'on revienne un instant quand même sur l'arrivée de Dominique Érignac, Jean-Louis Andréani, avec Gilles Simeoni qui sera sur place. On rappelle, il a été l'avocat d'Ivan Colonna. Comment ça peut être perçu, cette présence de la famille Érignac par les nationalistes aujourd'hui ? Je pense que la présence de la famille est assez logique. Pour les 20 ans, encore une fois, c'est un chiffre rond, donc on commémore avec plus d'éclat que d'habitude, puisque tous les ans, il y a une cérémonie devant la plaque à l'endroit où il a été tué. Et simplement là, ce qui est nouveau, c'est qu'elle va s'exprimer, que par définition, elle a forcément un certain nombre de ressentiments. Est-ce que c'est que contre les meurtriers de son mari ? Est-ce qu'elle élargit ça aux nationalistes ? Est-ce qu'elle élargit encore ça à l'ensemble des Corses, comme ça s'était un peu passé à l'époque, pour l'ensemble de l'opinion publique ? C'est ça qu'on va voir puisqu'elle va s'exprimer. Donc c'est en ça que c'est aussi, finalement, sa visite et son intervention prend une dimension politique, alors qu'elle-même n'est pas politique, mais peut-être son intervention va prendre une dimension politique. On voit bien sur ces images toute la symbolique finalement de ce déplacement et de cette cérémonie avec ce pupitre et ce drapeau français planté en pleine rue à Ajaccio. On voit bien que Emmanuel Macron, à travers tout ça, il veut montrer que la République, au-delà des velléités autonomistes, voire indépendantistes, la Corse, c'est la République. C'est un président de la République qui vient rendre hommage à un préfet assassiné. Et le message, c'est que l'apaisement, finalement, ne vaut pas oubli. Et d'ailleurs, ces derniers jours, les proches d'Emmanuel Macron précisaient bien que ce déplacement était fait d'abord et avant tout pour rendre hommage au préfet Érignac, au-delà des enjeux institutionnels dont on parlera pour la suite du déplacement. Ouais, Michel Verger-Franceschi, que vous inspire cette image, Dominique Érignac, on le voit, elle est entourée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Je trouve que c'est beaucoup de courage, d'abord, de sa part, pour toute veuve, d'aller devant l'endroit où son mari est mort, déjà en règle générale. Là, c'est encore pire, puisque son mari n'est pas mort de mort naturelle, mais il est mort abattu de nuit, seul, dans le dos. J'avais vu le préfet Érignac à une conférence que je faisais à Ajaccio quelques jours avant sa mort, où il était venu y assister. Et donc, je crois qu'on ne peut que s'incliner devant sa présence en Corse. Et je dirais quelque part qu'elle devient par là un peu une femme corse. Quand on pense à tous les siècles précédents, où la vendetta, qui existait aussi en Occident, qui existait dans tous les pays, qui a pris le nom de vendetta en Corse, s'achevait, c'était terrible pour les femmes. Elles mariaient leur propre fille à l'assassin, donc du mari.
Et c'était le seul moyen d'aboutir à la paix. Parce que le petit-fils, il ne pouvait pas se venger. Contre qui ? Contre son père, qui avait tué son grand-père maternel. Et donc, par là, je trouve que Mme Érignac est en train de devenir une Corse d'honneur. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Xavier Chrétien? On se souvient aussi qu'au lendemain de l'assassinat du préfet Érignac, il avait eu un mouvement de manifestation de la part des femmes en Corse. Oui, il y a un mouvement de manifestation extrêmement massif, puisque presque plus de 45 000 personnes étaient descendues dans les rues, ce qui, à l'échelle de la Corse, est absolument colossal. C'était la plus grande manifestation depuis la libération sur l'île. Et puis, en effet, il y avait eu un mouvement de femmes qui avait démarré avant l'assassinat d'Érignac. Il faut bien se rappeler que la violence interne au sein des nationalistes, elle a commencé vraiment à partir de 93 et l'assassinat de Roberto Sozzi, et elle s'est étendue jusqu'en 95. Et on a eu à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 militants nationalistes qui sont morts par leurs propres frères d'armes. Il faut avoir en tête que le terrorisme corse, entre guillemets, a beaucoup plus tué de nationalistes corses qu'il n'a tué de gendarmes, de policiers, etc. Et a fortiori de préfets, fort heureusement. Voilà, on a une violence qui a été très forte. Et face à ça, il y a eu en effet des mouvements de pacification, dont des mouvements de femmes qui se sont levés et qui ont réaffirmé leur position lors de ces grandes manifs après le 6 février 98. Ouais, voilà, alors qu'on voit Emmanuel Macron, les membres du gouvernement, Jacqueline Gouraud, Marlène Schiappa, qui arrivent, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et donc Emmanuel Macron qui va donc s'exprimer ce matin depuis Ajaccio pour cet hommage, on le disait, on en parle ici, au préfet Érignac assassiné il y a 20 ans. Jean-Louis Andréani, vous l'avez bien connu, Claude Érignac, justement. Est-ce qu'il avait bien perçu cette montée de violence, on disait ce paroxysme? Précisément, je voulais revenir là-dessus, après on va dire 2 mots sur Érignac. Le mot paroxysme, je comprends, puisqu'on n'a jamais tué de préfet, évidemment, heureusement, on n'a pas recommencé depuis, mais ça ne restitue pas tout à fait l'ambiance de l'époque. Paroxysme, ça laisse entendre qu'on allait crescendo dans la violence et que ça aboutit à ça. En réalité, les nationalistes avaient commencé à discuter avec l'État depuis longtemps. Donc il y avait des hauts et des bas, mais c'était pas une vague montante. C'était plutôt un sommet aberrant de la violence, si on peut dire, plutôt qu'un paroxysme au terme d'un processus. Donc par ailleurs, pour ce qui est du préfet Érignac, moi je l'ai effectivement rencontré plusieurs fois, parce que chaque fois que j'allais en Corse, je rencontrais les préfets qui, en off, pour les journalistes, sont de très bons interlocuteurs, même s'ils ne peuvent jamais s'exprimer en on, comme on dit. Et j'avais vu une évolution, c'est-à-dire qu'au début, il découvrait la Corse, il ne connaissait pas la Corse, il était surpris un peu et intéressé comme tout le monde. Et je l'avais vu quelques mois avant son assassinat. Et là, je dois dire qu'il commençait à en avoir assez. La Corse, c'est très dur pour la plupart des préfets. J'ai rencontré il y a peu de temps un magistrat dans un cercle de discussion qui, lui, gardait un très bon souvenir de son passage en Corse. Il disait « la Corse est une drogue dure ». C'était pas du tout le sentiment de Claude Érignac qui en avait assez. Et donc, d'une certaine façon, le malheureux, il a vraiment pas eu de chance parce qu'ils l'ont tué avant qu'il puisse partir. Mais en même temps, il avait lui-même découvert une partie de la spécificité corse. Je me rappelle, il m'avait raconté, il était joueur de tennis et il avait participé à un tournoi, je suppose de vétéran vu son âge. Et il me disait, sur le continent, un tournoi comme ça, à la fin, il y a un pot, un dîner au clubhouse, et on parle d'abord de tennis et après de tout et de rien. Et je me souviens très bien, il me disait, ici, on a parlé de la Corse, rien que de la Corse, jusqu'à 2 h du matin. Donc il avait bien perçu une partie de cette dimension, mais c'est vrai que dans la situation où il était, il avait un peu de mal à la fin face à tous les interlocuteurs, toutes les pressions, etc. Ludovic Fourvoy, dans cette délégation, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat du préfet Érignac, Jean-Pierre Chevènement. Ça aussi, c'est une présence qui n'a pas été forcément très bien perçue du côté de l'exécutif corse. En tout cas, ça dit beaucoup de l'intention d'Emmanuel Macron quant à ce déplacement en Corse. Jean-Pierre Chevènement, qui encore récemment a eu des mots dans une tribune assez dure envers les nationalistes. Il ne cache pas son hostilité. Voilà, donc le fait qu'Emmanuel Macron l'ait invité à participer à cette cérémonie, qu'il fasse partie de la délégation, dit en tout cas beaucoup de la volonté du président de ne rien céder sur le fait que, encore une fois, la Corse, c'est la République, c'est la France, au-delà, encore une fois, des velléités autonomistes, voire indépendantistes. On verra les points sur lesquels Emmanuel Macron accepte d'avancer demain dans son discours à Bastia. Mais aujourd'hui, il veut à l'évidence que les choses soient très claires. D'ailleurs, il y a un autre
autre fait d'agenda qui est assez intéressant, c'est qu'avant de rencontrer ce soir Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, qui sont les responsables nationalistes de la collectivité de Corse, il rencontrera dans un premier temps le maire d'Ajaccio, Marc Angeli, qui est étiqueté Les Républicains, plutôt proche d'Alain Juppé, alors qu'au départ, il devait plutôt rencontrer le maire de Bonifacio, qui était tête de liste pour La République En Marche aux élections territoriales qui ont eu lieu en fin d'année dernière. Finalement, il rencontrera plutôt Marc Angeli parce que le maire de Bonifacio, lui, il y a quelques jours, a accepté de soutenir une résolution des nationalistes corses à l'Assemblée de Corse, ce qui a fortement déplu à l'Élysée. Oui, alors qu'on attend toujours le chef de l'État, on a vu la délégation gouvernementale arriver, saluer, et on voit Gilles Simeoni. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur lui, Xavier Chrétien, qui est donc présent au premier rang de cet hommage. C'est une présence lourde de symboles pour lui, puisque je le disais, il a été l'avocat d'Ivan Colonna. Il a été l'avocat d'Ivan Colonna, mais en même temps, c'est quelqu'un qui très tôt a condamné la violence et l'usage de la violence politique au sein de ce qu'on appelle la famille nationaliste, une famille assez agitée, mais enfin qui demeure une famille malgré tout. Donc c'est quelqu'un qui, à mon sens, a toute sa place. Et faut voir quand même ce qui s'est passé en Corse en décembre dernier. Ça a été une vraie révolution. On a quand même les nationalistes qui ont emporté dans une coalition entre nationalistes et autonomistes et indépendantistes plus de 56% des voix. Si à ça on rajoute le petit parti Ourino, qui est un parti nationaliste indépendantiste plutôt dur, qui a quand même fait presque 7% des voix, on a quand même des nationalistes qui dépassent les 62-63% des voix et qui ont une majorité absolue au sein de la nouvelle collectivité territoriale de Corse. Il y a quand même, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment quelque chose de fort. Il a une légitimité, Gilles Simeoni, une légitimité pleine et entière, une légitimité politique, une légitimité morale et une légitimité populaire. C'est probablement l'homme politique qui est le plus populaire actuellement en Corse, qui a un soutien extrêmement fort. C'est probablement une des grandes figures politiques locales qui se dessinent au moment où les grandes élites claniques sont un petit peu en dilution. À mon sens, il a absolument toute sa place et les négociations à venir vont être difficiles. Jean-Louis Andréani, c'est vrai qu'il dit, c'est ma responsabilité, mon devoir d'être présent ce matin. Lui, il a fait le choix des urnes, non pas le choix des armes, c'est ce qu'a fait Jean-Guy Talamoni. Mais il précise néanmoins que la Corse a accompli sa part du chemin et que l'État maintenant doit en faire de même. Mais c'est un peu le problème de Macron, parce que c'est bien beau de dire moi je supporte pas les nationalistes et je fais venir Chevènement pour bien montrer que vraiment ça m'horripile tout ça. Le problème, c'est que, comme vient de le dire Xavier Chrétien, ils ont été élus le plus démocratiquement du monde, avec une très large majorité, qu'en plus c'est pas un accident, parce qu'on va pas entrer dans le détail, mais c'est quand même la 4e ou 5e victoire électorale d'affilée. Ils ont remporté pour la première fois dans l'histoire de la Ve République 3 députés sur 4 à l'Assemblée nationale. Ils sont plus opposants. Il faut un moment que l'exécutif à Paris comprenne qu'il n'a plus affaire à des opposants, mais qu'il a affaire au pouvoir légitime, démocratiquement élu, et que donc ça paraît extrêmement difficile de leur claquer la porte au nez, comme j'ai l'impression que ça pourrait se profiler, quoi. Ouais, ça peut être un rendez-vous manqué. Ça peut être un rendez-vous manqué, un dialogue de sourds. On verra ça demain, surtout, enfin dès ce soir avec les premières rencontres, et puis demain avec le discours qu'Emmanuel Macron prononcera à Bastia. C'est vrai que le contexte politique pour le chef de l'État n'est pas favorable. Il faut se rappeler, avant même les élections territoriales de la fin de l'année dernière, que c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle dans l'île, qui habituellement votait plutôt à droite. Et au deuxième tour, ça a été assez serré. C'était 52% grosso modo pour Emmanuel Macron, 48% pour Marine Le Pen, donc beaucoup plus serré qu'au niveau national. La légitimité démocratique des nationalistes, elle est effectivement incontestable, avec peut-être un petit bémol, c'est que les Corses ont certes voté pour les nationalistes, peut-être en participant un peu à une sorte de vague un peu dégagiste, de vouloir finalement renvoyer chez elles les familles qui dirigeaient l'île depuis des décennies. Et donc c'est pas forcément sur une adhésion aux thèses autonomistes et encore moins indépendantistes que les nationalistes ont été élus. C'est plutôt sur la faillite finalement des partis et des familles qui avaient géré l'île depuis
des décennies. Et puis il y a peut-être une petite faute politique qui a été commise ces derniers jours, c'est la manifestation du week-end dernier qui a eu lieu en Corse, avec une mobilisation en demi-teinte, peut-être un petit peu moins importante que ce qu'espéraient Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, et à trop vouloir mettre la pression finalement sur Emmanuel Macron, dont on sait qu'il n'aime pas ça injustement. Là, pour le coup, il y a peut-être eu une petite faute politique, d'autant encore une fois que la mobilisation a été un peu décevante malgré tout. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les conséquences de ce drame nourrissent encore l'évolution de l'île, Michel Berger-Franceschi ? Oui, bien sûr, mais je crois que ce qui change beaucoup aujourd'hui, et on vient de le dire, c'est justement la présence de Madame Erignac. Le symbole, pour moi, c'est pas du tout Chevènement, qui est un ministre de la République que je respecte tout à fait, mais qui est un homme comme moi, c'est-à-dire un homme âgé, et qui représente donc une ancienne Corse, quelque part. Et Xavier a tout à fait raison lorsqu'il parle de la légitimité de Gilles Simeoni, qui a eu cette très jolie formule l'autre jour en disant « Nous avons une politique de la main tendue et nous espérons que ce deviendra une main serrée ». Et je crois que le plus beau symbole, c'est justement la présence de Madame Erignac. Elle n'est pas là par hasard. Je pense que le protocole l'a invitée, que Macron l'a invitée. La femme, c'est le pardon dans l'histoire. La femme, c'est celle qui console, qui dit maintenant c'est fini à un enfant, etc., après un drame. Et donc je crois que le fait qu'elle parle en premier, avant le président de la République, c'est quelque chose qui est magnifique aujourd'hui dans cette cérémonie. Ouais, on sait qu'elle a rencontré la veuve Erignac, Emmanuel Macron, la semaine dernière à l'Élysée, dans l'intimité certainement pour préparer son discours et sa venue aujourd'hui sur l'île. Encore une fois, le problème, il ne faut pas qu'il y ait une espèce de processus qui se nourrisse de lui-même. Si l'idée c'est que Madame, on va voir ce qu'elle dit, mais si l'idée c'est que Madame Erignac s'en prenne violemment aux nationalistes, si l'idée c'est que le président refuse de leur parler ou leur dise de toute façon je ne veux pas vous entendre, tout ça ne peut pas être très positif. Donc il faut espérer qu'effectivement Madame Erignac aura un discours d'apaisement. Ce serait très courageux de sa part. C'est difficile dans sa situation, mais je me souviens moi du ressentiment qu'elle avait à l'époque, qui était extrêmement violent. Donc on est un peu suspendu à ce qu'elle va dire, surtout si elle parle la première. Ouais. D'autant, Xavier Chrétien, qu'il y a parmi les revendications des autonomistes des questions qui concernent les prisonniers corses détenus sur le continent, au premier rang desquels Yvan Colonna. Oui. Alors, il y a deux revendications qu'à mon sens il faut séparer. Il y a une première revendication qui est celle du regroupement des prisonniers, qui sont très peu nombreux. Je crois qu'ils sont 8. Il y a 8 prisonniers corses en lien avec les structures FLN ou d'autres. Donc le regroupement de ces prisonniers dans la prison de Borgo, au sud de Bastia, c'est-à-dire finalement une revendication qui, moi, me paraît relativement légitime, qui peut se poser à n'importe quel type de prisonnier, y compris des prisonniers comme Yvan Colonna ou Alain Ferrandi, qui sont des détenus particulièrement surveillés, qui pourraient très bien rejoindre Borgo. On verra ce que décidera le gouvernement, mais ça ne me paraît pas quelque chose de... Même pour Yvan Colonna, parce qu'on sait que le Conseil d'État lui a refusé justement de rayer son nom de la liste justement des détenus particulièrement surveillés. Oui, tout à fait. Mais ça n'empêche pas d'aller à Borgo. En soi, ça n'empêche pas d'aller à Borgo. Par contre, la deuxième revendication... Même si l'établissement n'est pas considéré comme suffisamment sécurisé pour l'accueillir. C'est un établissement assez sécurisé. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mesure particulière ou de cellules qui devraient être fabriquées de telle ou telle façon pour pouvoir accueillir des détenus DPS. La deuxième revendication, par contre, qui va être très compliquée, c'est la revendication d'amnistie. Alors, cette revendication d'amnistie, à mon avis, le vote d'une loi d'amnistie, il ne faut pas oublier que sur la Corse, il y a déjà eu 2 lois d'amnistie, 81-88, 3 lois d'amnistie pour des gens qui se revendiquent d'un mouvement de lutte armée. Ça s'est quasiment jamais vu. Donc ça me paraît beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. On verra ce que décide le gouvernement, mais honnêtement, j'ai assez peu d'espoir là-dessus. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, que ce soit une revendication que soutiennent à fond les nationalistes. C'est une revendication qu'ils soutiennent ouvertement, mais qui, à mon avis, est plutôt un caillou dans leur chaussure. Parce qu'ils savent que ça aboutira pas, et ils la soutiennent parce qu'il y a une nécessité de soigner, on va dire, l'aile dure du nationalisme et de rester un peu dans la mystique de la cagoule, pour le dire un peu vite. Mais fondamentalement, ce n'est pas une revendication qui va peser sur leur gouvernance locale. Voilà. Enfin, il y a une fin de non-recevoir jusqu'à présent de Matignon sur ces questions, Ludovic. Oui, ne serait-ce que parce que, en réalité, le rapprochement des prisonniers, c'est une question
décision qui dépend de la justice, pas de l'exécutif. Et donc, ce sont des décisions qui peuvent être prises par la justice au cas par cas. Et a priori, pas en bloc, de façon groupée pour l'ensemble des détenus, que certains, parmi les nationalistes, considèrent comme des prisonniers politiques, ce n'est évidemment absolument pas le cas. Ça, ce n'est pas entendable, ce terme de prisonnier politique. Ça n'est pas, effectivement pas droit français. Pas entendable, ça n'existe pas d'ailleurs effectivement en droit français. Et donc on voit bien que cette question, effectivement, elle fait partie des points sur lesquels Emmanuel Macron opposera une fin de non-recevoir aux nationalistes. Et alors pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de la mystique de la cagoule, on voit bien au sein même effectivement du mouvement nationaliste qu'il peut y avoir des tiraillements. On parlait tout à l'heure de la manifestation à Ajaccio, où on a vu ressurgir sur le devant de la scène pour la première fois depuis longtemps Charles Pieri, qui est une figure sulfureuse du nationalisme corse. C'est une présence qui n'a pas été forcément très appréciée par l'ensemble du mouvement nationaliste. Ouais. Jean-Louis Andréani, sur cette question justement du statut des détenus sur le continent. Il y a de nombreux problèmes autour de cette question. L'un des problèmes, c'est qu'il y a un dialogue de sourds, y compris sur la définition. Pour l'État, bien entendu, il ne s'agit pas de prisonniers politiques, puisqu'il n'y a pas de délit d'opinion, etc. Et ce sont des gens qui ont commis des actes de droit commun et qui sont réprimés en tant que tels. Pour les nationalistes, ce sont des actes qui ont une motivation politique. Et personne ne nie qu'effectivement, les gens qui ont fait sauter des préfectures, qui ont mis des bombes devant des préfectures, des choses comme ça, c'était ni pour piller la caisse de la préfecture, ni pour s'amuser un samedi soir. Donc il y a de toute façon un dialogue de sourds déjà là-dessus. Alors après, sur l'amnistie, je suis assez d'accord avec vous. On sent, y compris dans les discours publics, que de toute façon, Gilles Simonel l'a encore rappelé, dans une négociation, chacun cède un peu de terrain. Et je pense que sur ce terrain-là, ils savent qu'effectivement l'amnistie sera difficile. Encore que, il ne faut pas oublier qu'il y a eu de l'amnistie pour des choses au moins aussi graves. N'oubliez pas que le processus de pacification en Nouvelle-Calédonie est passé par le fait qu'il y a eu des gendarmes tués, et que ce processus a commencé très peu de temps après, et qu'il était inclus dans ce processus de façon peut-être pas publique, mais en tout cas de façon officielle, qu'il n'y aurait pas de poursuite liée à la mort de ces gendarmes. Et que les familles des gendarmes, d'ailleurs, ont protesté à cause de ça. Mais ça a été les seuls, parce que tout le monde avait compris que la pacification passait par cette amnistie. Donc il faut prendre ça de façon délicate, mais je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que le gouvernement veuille faire une nouvelle amnistie, et je suis même pas sûr qu'effectivement les nationalistes s'accrochent à ça. Le rapprochement des détenus, c'est autre chose, parce que ça c'est une mesure, disons, à contenu presque humanitaire. Il y a un vrai problème de coût et pour les familles, etc. Puis ça se fait dans d'autres cas, quoi. Alors que le chef de l'État, effectivement, vous le voyez sur ces images, est en train d'arriver. Il devrait être accueilli par Dominique Erignac, entouré de ses enfants, Christophine et Charles-Antoine, pour un discours hommage à l'assassinat du préfet Claude Erignac. C'était il y a 20 ans. On continue de parler des revendications des nationalistes, peut-être avec vous, justement, Michel Verger-Franceschi. Si on revient sur le cas d'Yvan Colonna, on sait qu'il a été condamné à 3 reprises à la réclusion perpétuelle criminelle à perpétuité. Il a épuisé aujourd'hui toutes les voies de recours. Il est emprisonné depuis juillet 2003. Il est libérable à partir de 2021. Ça vous paraît une option envisageable aujourd'hui ? Et le pouvoir judiciaire est indépendant donc de l'exécutif. Donc je crois qu'il faut s'en remettre au pouvoir judiciaire. On a cette chance en France d'être dans une république. Et je crois que le rapprochement des prisonniers, c'est peut-être la négociation la plus facile aujourd'hui par rapport à 2 autres négociations qui sont le statut de résident et qui est la co-officialité de la langue. Je crois qu'il y a un moment où il faut savoir lâcher du lest quelque part pour entamer un dialogue. On voit sur ces images la présence aussi de Jacqueline Gouraud, c'est la Madame Corse, telle qu'on l'appelle, du gouvernement. Jean-Louis Andréani. Si elle n'avait pas été là, ça aurait été un petit événement. Quel est son rôle justement dans ces négociations, Jacqueline Gouraud? Le problème, c'est que chaque fois qu'un gouvernement est confronté à la question corse, et ils y sont tous confrontés depuis un moment, c'est tellement compliqué, il faut tellement s'investir qu'à un moment, on nomme un monsieur ou une Madame Corse. Alors quand le ministre est d'accord, c'est lui-même qui devient le monsieur Corse. Par exemple, Pierre Jox, dans le gouvernement de Michel Rocard en 88, était incontestablement le monsieur Corse du gouvernement. Ça le passionnait, c'est lui qui a mené toutes les négociations. Voilà. Quand le ministre a autre chose à faire, que c'est pas sa tasse de thé, et qu'on a un ministre sous la main, ou même un non-ministre, il est arrivé que ce soit
des officieux qui remplissent ce rôle de Monsieur Corse, eh ben, de toute façon, on nomme quelqu'un parce que ça devient un boulot presque à plein temps. En tout cas, ça occupe largement. Elle a un rôle de facilitateur, Jacqueline Gouraud, Xavier Chrétien? Oui. Peut-être. Très honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire jusqu'à présent exactement ce qu'elle a fait, quelle est sa marge de négociation par rapport à un exécutif, et une tête de l'exécutif qui a quand même une empreinte très très forte sur ce qui se passe dans l'île. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Jean-Louis Andrani, en citant Pierre Joxe, parce qu'on peut faire un parallèle avec le préfet Erignac, c'est-à-dire que on a deux, là, à mon avis, on a probablement celui qui a été un des meilleurs ministres de l'Intérieur de la Ve République, et en tout cas un de ceux qui a le mieux compris la Corse, et puis on a un grand préfet également qui a été en Corse. Et en même temps, ces deux figures qui se ressemblent, c'est-à-dire ces deux grands serviteurs de l'État, tous les deux protestants, tous les deux avec une culture protestante qui n'est pas, à première vue, la plus en phase avec une société corse qui est quand même fondamentalement catholique. Et ce sont deux personnages qui sont quand même tombés assez fortement amoureux de la Corse, de la population. Le préfet Erignac, que moi j'avais rencontré une seule fois, je sais qu'il était un grand cycliste, il adorait faire du vélo sur les coteaux d'Ajaccio, il adorait ce paysage, alors probablement qu'il était usé par la charge, mais ça c'est vrai qu'en Corse c'est difficile. Mais voilà, on a ces deux grandes figures qui ont à mon sens très très bien compris l'île. Est-ce que Jacqueline Gouraud aura la même autonomie politique et la même appétence pour se saisir de ses habitants, etc. J'en suis pas sûr, on verra ce que... Jacqueline Gouraud, elle arrive. Je ne suis même pas sûr qu'on lui ait vraiment demandé son avis. Voilà, ton poste correspond à ça, tu t'en occupes. Et je pense qu'elle découvre le dossier. Là. Oui, d'autant que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a d'autres dossiers très lourds à gérer par ailleurs. L'asile et l'immigration, la lutte contre le terrorisme, etc. Donc effectivement, Jacqueline Gouraud a un rôle finalement d'interlocutrice vis-à-vis des autorités corses, de suivi des discussions. Et néanmoins, on voit bien que ce n'est pas elle qui décide, puisque lors de leur petite tournée à Paris, il y a 2-3 semaines, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni sont repartis assez déçus, mais pas de leur discussion avec Jacqueline Gouraud, mais de l'entrevue qu'ils avaient eue également avec le Premier ministre Édouard Philippe, qui leur avait Gérard Larcher aussi, ça s'est pas très bien passé. Édouard Philippe et Gérard Larcher, qui leur ont tous les deux opposé une fin de non-recevoir sur l'idée d'inscrire la spécificité de la Corse dans la Constitution. Donc on voit bien que Jacqueline Gouraud assure le suivi des discussions, mais que le pouvoir décisionnaire est ailleurs, ce qui est assez normal en l'occurrence d'ailleurs. Jean-Louis Andrani. Oui, là vous évoquez une autre question très intéressante et qui va sans doute se poser maintenant, là aujourd'hui et demain, c'est les dissensions au sein de l'exécutif national face à la question corse. Il est souvent arrivé que dans un même gouvernement, les ministres et le Premier ministre n'aient pas les mêmes options. Par exemple, si on prend rapidement le cas de Michel Rocard, il était beaucoup moins convaincu de l'intérêt de la démarche qui était entreprise que Pierre Joxe lui-même. Pierre Joxe qui était en ligne directe avec Mitterrand, c'est Mitterrand qui avait demandé ça. Rocard, c'était pas sa tasse de thé. Et plus récemment, et on en revient à la visite, Jean-Pierre Chevènement, n'oubliez pas qu'il était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Lionel Jospin, lequel Lionel Jospin avait lancé ce qu'on appelait le processus de Matignon, et Jean-Pierre Chevènement était vent debout contre ce processus dans son gouvernement. Il a d'ailleurs fini par démissionner. Même si en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il y ait de différence ni même de divergence au sein du gouvernement. Jacqueline Gouraud discute effectivement et entend les arguments de Jean-Guy Talamoni et de Gilles Simeoni. En revanche, la décision se fait à Matignon et à l'Élysée, et avec Gérard Collomb et également le ministre de l'Intérieur qui chapeaute quand même aussi une partie de ces discussions. Et je pense que l'Intérieur, Matignon et l'Élysée sont très largement, voire entièrement sur la même longueur d'onde concernant le dossier corse. C'est votre sentiment peut-être le problème, c'est qu'eux restent relativement extérieurs au dossier. On peut dire qu'ils avaient une idée à l'avance et qu'ils gardent cette même idée. Ce qui peut se passer, c'est que Jacqueline Gouraud, entrant dans la complexité du dossier, essaye qu'on comprenne un peu l'ampleur du problème et la réalité de la question, et essaye de leur expliquer des choses et qu'ils ne soient pas du tout d'accord pour les entendre. On n'en est pas là, mais ça peut arriver. Ça peut être sa valeur ajoutée à elle. Je suis pas sûr par ailleurs. Alors qu'on voit cette fois Emmanuel Macron qui arrive, on se doute que c'est une visite qui a été ultra sécurisée. Le chef de l'État qui s'avance donc sur cette place à Ajaccio, cette place Claude Erignac, où il devrait prononcer un discours en hommage
au préfet assassiné le 6 février 1998. Xavier Chrétien. Oui, je pense qu'avec Emmanuel Macron, on a affaire à quelqu'un qui, probablement, dans sa boussole idéologique, est peut-être un de ceux qui potentiellement serait le plus ouvert sur la question corse. Je ne suis pas sûr. Est-ce que la présence de Chevènement est un message qui consiste à dire non, je ne veux rien donner aux nationalistes? C'est pas automatiquement si évident que ça. C'est quelqu'un qui a une optique plutôt girondine, qui avait déjà fait des déclarations dans sa campagne sur une nécessaire ouverture de la Corse, voire une autonomie, en tout cas décisionnelle de l'île. On verra ce qu'il va annoncer. Il ne va pas l'annoncer là maintenant, il va l'annoncer dans le discours. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de la République. Voilà, alors qu'on voit l'arrivée du chef de l'État qui va procéder à un premier dépôt de gerbe. On a vu beaucoup d'émotions, Michel Verger-Franceschi, au moment où le chef de l'État a salué Dominique Erignac et ses enfants, le disaient Christophine et Charles-Antoine. Aux morts. Oui, tout à fait. Alors on va peut-être écouter le recueillement et cette minute de silence et cet hommage. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, gire ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos pas, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur embreuve nos sillons. Inauguration de la place Claude Erignac par Monsieur le Président de la République, accompagné de la famille Erignac. Intervention de Madame Dominique Erignac. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs, chers amis, décider de retourner à Ajaccio aujourd'hui, ici, sur ces lieux de l'assassinat de mon mari, Claude Erignac,
et de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie n'ont pas été chose facile. Je pensais ne jamais revenir sur ce lieu maudit où il y a 20 ans, jour pour jour, mon mari Claude Érignac était assassiné. Cet assassinat a été conduit par un commando terroriste de nationalistes corses de la plus lâche des manières. La nuit, par derrière, de 3 balles dans la tête, alors que Claude se rendait à un concert. 20 ans, c'est long, très long. Pendant ces 20 années, avec mes enfants, nous avons affronté cet assassinat qui est instantanément devenu une affaire d'État. Mais surtout, depuis 20 ans, il ne nous est permis de vivre qu'avec le souvenir de Claude, mon mari, de sa mort terrible et de son absence. Il ne nous reste que cela. C'est la peine sans fin à laquelle les terroristes qui ont assassiné mon mari nous ont condamnés tous les 3, mes enfants et moi. Dans ce contexte, pourquoi avons-nous décidé tous les 3 d'être ici? Pour 3 raisons essentielles. Tout d'abord, cette place que nous inaugurons est un lieu de paix et de fraternité. Je l'ai voulu ainsi. C'est un lieu de mémoire symbolique, ouvert à tous et pour que l'on n'oublie jamais. Il est aujourd'hui à l'opposé de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Cette place représente désormais la vie et une forme de tranquillité, mais surtout le souvenir. C'est extrêmement important de montrer que la vie l'emporte, toujours, malgré ces drames, à l'endroit même où ces derniers se sont produits. Ce lieu et sa force symbolique auraient, je crois, plu à Claude, qui était un homme de dialogue et de paix. Ensuite, la République rend aujourd'hui hommage à l'un des siens. Claude, mon mari, qui était préfet de la République, avait voué sa vie au service des autres à travers le service de l'État. Il ne pourrait qu'être sensible à cet hommage. Nous sommes en tout cas, mes enfants et moi, très sensibles à votre présence, Monsieur le Président de la République, et à votre initiative. Il faut se souvenir qu'à travers Claude, mon mari, c'est la République que l'on a voulu toucher et abattre. Venir ici, montrer que la République existe et se souvient est un acte fort. Réaffirmer les valeurs de la République ici l'est encore plus. C'est surtout une manière de dire que la République n'oublie pas, que la République n'oubliera jamais ce qui s'est passé il y a 20 ans. Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire,
C'est également attester que la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang? Je pense ici à une citation inscrite sur le mémorial juif de Nancy, que mon mari avait inscrite sur le carnet qu'il portait toujours sur lui. Oublier un crime est un crime. Aujourd'hui, nous n'oublions pas. Aujourd'hui, la République se souvient et n'oublie pas. J'espère surtout que la République ne faiblira jamais en Corse. J'espère que nous n'aurons jamais à dire « donner raison aux criminels est un crime ». Enfin, et surtout, venir ici, c'est se souvenir de l'homme, du mari, du père et pour certains d'entre vous, de l'ami. Claude était un homme qui aimait profondément la vie et les siens. Il en aimait toutes les facettes. Il avait un grand sens de l'État et accomplissait avec conviction et passion sa fonction de préfet. Œuvrer pour l'intérêt général de la France. Ici en Corse, comme n'importe où en France, il souhaitait vivre comme tout un chacun, comme il l'avait toujours fait. Ce lieu qui porte désormais son nom, place Claude Érignac, permet de marquer le souvenir de l'homme que nous aimions et qui a accompagné ma vie. Je ne veux pas parler plus longtemps, car il y aurait tant à dire sur ces 20 ans, sur Claude et sur son absence. Je me souviens des derniers mots qu'il m'a dit en me déposant ici il y a 20 ans. À tout de suite. Ces paroles résonnent encore en moi. Allocution de M. Emmanuel Macron, président de la République. Mesdames et Messieurs, chère Madame Érignac, chers enfants de Claude Érignac, c'était il y a 20 ans exactement, le soir du 6 février 1998, alors qu'il se rendait au théâtre Callisté non loin d'ici, à pied, sans protection, selon son souhait. Le préfet Claude Érignac était lâchement assassiné de 3 balles dans la tête, tirées par derrière, à bout portant. Ce fut le premier préfet à tomber en temps de paix. Geste sans précédent, sans équivalent. On vit alors la nation se lever, faire bloc autour de cet homme, autour de cette figure de la République, autour de sa famille. Le président Jacques Chirac et les autorités de la République dirent aussitôt leur horreur, leur compassion absolue avec la famille, leur immense estime pour le préfet Érignac
et leur détermination à ne rien céder à ceux qui voulaient attenter à la France et à l'état de droit. Commençait alors la recherche inlassable des coupables en vue de leur juste punition. Car ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat. Rien de plus haut, ni de plus noble. On a tué un homme parce qu'il était un serviteur de la République. On a arraché un époux et un père à une femme et à 2 enfants. 2 infamies qui à jamais déshonorent leurs auteurs. Comme l'écrivit son ami, le poète Jean Orizet, ton assassin, cher Claude, est bien plus mort que toi. Le 11 février 1998, 5 jours après l'assassinat du préfet, partout en Corse, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont exprimé leur effroi et leur indignation lors des plus grandes manifestations que l'île ait jamais connues. On compta jusqu'à 40 000 personnes, bravant les intimidations, surmontant la peur qu'inspire toute barbarie. Ces compatriotes se sont levés pour dire leur colère, leur dégoût, sans banderole, sans discours, dans le silence d'un deuil profond. Certains d'entre vous, parmi les militants de l'identité corse, vous êtes révoltés devant le dévoiement d'une cause déshonorée par la lâcheté, le sang et la mort. La Corse, terre de fierté et de dignité, a été salie par ce crime. C'est pour cela qu'elle s'est levée. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la croie comptable ni coupable de cette ignominie. Parce qu'elle ne voulait pas que certains, au nom de la Corse, se fassent une gloire de ce forfait en l'habillant du beau nom de résistance. Car on sait encore, dans toutes les familles de France, et particulièrement en Corse, qui fut le premier territoire français libéré de l'occupant, ce que fut l'occupation et ce que fut la résistance. La République est sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale et a pu renaître de la Seconde grâce à beaucoup de héros français qui souvent furent des Corses, de vrais résistants, ceux qui ont refusé l'impuissance, la soumission et la résignation. Ici, en Corse, on s'est battu pour une indépendance. C'était l'indépendance de la France et sa place éminente parmi les nations libres. Nous en conservons le témoignage puissant des anciens. Le nom de cette avenue nous le rappelle, qui rend hommage au colonel Colonna d'Ornano. Avec le général Leclerc, il rallia le Tchad à la France libre et au général de Gaulle. Et il perdit la vie en 1941 en héros pour la France. Il fut le premier compagnon de la libération à titre posthume. Tout près d'ici, 2 ans plus tard, en 1943, dans la citelle d'Ajaccio, le préfet Fred Scamaroni, lui-même fils de préfet, périssait pour la liberté, comme un signe annonciateur du martyre d'un autre grand préfet, Jean Moulin. Torturé par l'occupant, Fred Scamaroni écrivit sur le mur de sa cellule, avec son sang, « Je n'ai pas parlé. Vive de Gaulle et vive la France ». Ainsi, la République n'oublie ni ses origines, ni son histoire, ni ses principes, ni ses combats.
Et l'histoire de la Corse en fait partie. Elle a ses morts pour la patrie et ses héros ne sont pas des lâches. Ce 6 février 1998, des Français se sont retournés contre la nation. Ils ont pris les armes contre la République. Avec eux, derrière eux, plusieurs autres ont perdu dans cette entreprise leur honneur et même leur âme. Ce sont là des circonstances aggravantes. Un tel acte n'a rien à voir avec une prétendue lutte de libération. C'est la simple trahison des idéaux qui nous rassemblent. C'est un de ces actes de terrorisme dont notre nation eut encore récemment à subir la barbarie. Malgré cette plaie vive, la République est restée fidèle à elle-même et à sa mission. Elle a protégé les Corses de cette violence. Je veux saluer ici la mobilisation engagée par Jean-Pierre Chevènement des services d'enquête qui, sous la conduite des magistrats, ont permis, quelques années plus tard, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et je veux saluer ici sa détermination extrême, d'arrêter, de mettre à disposition de la justice et de faire condamner les auteurs et complices de cet assassinat. En inaugurant cette place Claude Érignac au cœur d'Ajaccio, nous scellons, mesdames et messieurs, notre union indéfectible dans la République. Il aura fallu cet odieux attentat pour que nous comprenions combien ce qui nous unit est plus fort, plus durable que ce qui nous divise. La République n'a pas cédé. Elle a tenu bon face à la provocation ultime. Et la Corse n'a pas sombré. Elle a résisté à la spirale de violence dans laquelle voulaient l'entraîner ces apôtres du crime. Et je veux vous dire aujourd'hui ma conviction profonde. C'est que la haute figure de Claude Érignac a empêché que le scandale de sa mort n'entraîne à sa suite le pire. Car Claude Érignac était cet homme de droiture, d'ouverture, de rigueur et de mérite, de devoir et d'action, dont la mort a révulsé même les adversaires. Il était de ces préfets qui font honneur à la République et dont la République s'honore bien plus encore. Claude Érignac était préfet, ce qui signifie qu'il était aux avant-postes du service de l'État. Dans ses différentes fonctions, comme sous-préfet puis comme préfet, de la Nouvelle-Calédonie à la Martinique, de la Loire aux Yvelines, en passant par le Gers ou la Meurthe-et-Moselle, il était animé par le souci constant du développement des territoires et par la passion de servir leurs habitants, dans la rigueur et la vertu des valeurs républicaines. Il était un membre éminent de ce corps préfectoral qui assure depuis plus de 2 siècles la continuité de l'État et l'unité de la nation. Il portait dignement l'uniforme préfectoral dont les parements, ornés du chêne et de l'olivier, représentent la force et la paix. Je salue ici, en ce jour, tous les membres de ce corps préfectoral et tout particulièrement celles et ceux qui ont servi en Corse, qui ont servi et qui servent la Corse, préfets et sous-préfets, chefs de service de l'État, ici réunis. Claude Érignac s'était vu confier en 1996 une triple mission: rétablir l'autorité de l'État, contribuer au dialogue républicain et faire avancer les dossiers économiques, sociaux et culturels. Il s'était engagé dans la lutte contre la violence, la criminalité et le terrorisme, avec courage et abnégation. Il œuvrait d'arrache-pied
à soutenir l'économie insulaire et son agriculture, la cohésion sociale, l'affirmation de l'identité culturelle de l'île. Originaire lui-même d'une terre rude, la Lozère, où aujourd'hui il repose. Il avait trouvé, avec la population, le chemin d'un dialogue sans artifice. Il avait gagné la confiance de tous, et à tous. Il donnait l'exemple d'une République juste et attentive. Son assassinat a fait de Claude Érignac un de ces martyrs laïques qui tombent parce qu'ils ont cru à leur mission, parce qu'ils ont été fidèles à leur vocation. Cette mort inacceptable a résonné si fort qu'elle a pris valeur de symbole. Elle aura eu cet effet d'éloigner la tentation de la violence et du sang. Elle aura ranimé l'exigence du droit et du dialogue démocratique. Cela, je crois, les Corses l'avaient déjà compris lorsqu'ils sont venus en nombre et en silence rendre un hommage poignant à son épouse et à ses enfants au moment de leur départ de l'île. Merci, cher Claude, chère Marie-Christophine, cher Charles-Antoine, d'avoir eu le courage de revenir ici, 20 ans après. Je sais combien c'était pour vous difficile, mais je sais aussi que la République vous le devez et que la Corse l'attendait. Par votre courage et votre dignité, vous avez sauvé la Corse de ses démons. Vous avez su, alors que vous étiez si douloureusement atteint, porter votre désir de justice avec courage, dignité, retenue, et imposer à tous les tenants d'une dérive meurtrière, à tous les artisans du désordre et de la confusion. Je veux ici vous saluer avec la révérence et la reconnaissance de toute la nation. C'est grâce à vous aussi que la justice de la République a pu être rendue. Car c'est la justice de la République qui a été rendue. Et elle sera suivie, sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. Au moment d'inaugurer cette place, toute l'émotion du 6 février 1998 et de ces lendemains se réveille. Nous éprouvons cette étrange amertume qui nous rappelle de quel deuil se tisse notre histoire. Dans ces épreuves, nous trouvons aussi la force de consolider chaque jour notre République. Madame Érignac a voulu qu'en ces lieux figurent ces mots. Ce lieu de mémoire lui est dédié pour que jamais ne s'efface le souvenir d'un homme qui avait choisi librement et dignement de servir au premier rang, à découvert, au milieu des passions. Cette liberté, cette dignité, ce courage de Claude Érignac, ce sont les vertus de la République elle-même. Le nom de Claude Érignac apposé ici, et cet olivier, symbole de concorde, sont un appel à la raison et le ferment d'un dialogue renouvelé, refondé, assaini. C'est cela, être digne de la mémoire de Claude Érignac. Et c'est cela que tous, ici, nous voulons. Le préfet Érignac savait qu'il venait en Corse pour dissiper un climat de confusion et d'incertitude. 20 ans plus tard, la République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances,
sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Nous devons, sans relâche, poursuivre le travail de Claude Érignac et œuvrer à une île réconciliée, tournée vers des lendemains meilleurs, ouverte sur le monde méditerranéen. C'est le rôle de la République. C'est le rôle de toutes celles et ceux qui veulent ici préparer l'avenir de leurs enfants. C'est mon rôle comme chef de l'État. Prenant son poste de préfet en 1996, Claude Érignac rédigea quelques lignes où il résumait sa mission, les devoirs qu'elle lui imposait, mais aussi les craintes qu'elle pouvait susciter. Il redoutait en particulier ce qu'il appelait les faux semblants. Je suis ici pour rompre avec ces faux semblants et reprendre le chemin de la franchise, de la responsabilité et de la construction de l'avenir, sans non-dit et sans détour. C'est ce que la République doit à Claude Érignac pour que son sang n'ait pas coulé en vain. C'est ce qu'elle doit à la Corse. C'est ce qu'elle doit à la jeunesse de Corse. C'est ce qu'elle se doit à elle-même. Vive la République. Vive la France. Voilà pour ce discours d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Emmanuel Macron, pour qui, eh bien, par cet hommage au préfet, nous scellons, je cite, notre union indéfectible dans la République. Le discours du président qui a été précédé par une intervention marquée par l'émotion de la veuve de Claude Érignac, Dominique Érignac. On va continuer d'analyser ces discours avec mes invités sur ces plateaux. Jean-Louis Andrani, je rappelle que vous êtes journaliste. Qu'avez-vous pensé de cette double intervention? Oui, vous faites bien de parler de double intervention parce que la tonalité était la même dans les deux, même s'il y avait évidemment une émotion personnelle qu'on ne peut que comprendre dans celle de Madame Érignac. Mais sur le fond, pour employer un euphémisme, on ne peut pas exactement dire que ces deux discours aient été marqués par un climat, laisse augurer un climat d'ouverture de la part de l'exécutif. D'autant que à aucun moment, ni Madame Érignac, ni le président de la République n'ont indiqué, même de façon indirecte, que les assassins du préfet ne représentaient pas l'ensemble de la mouvance nationaliste. Au contraire, le thème sous-jacent de la partie politique de l'intervention de Madame Érignac, comme du discours du président, c'est les gens qui ont tué le préfet Érignac, qui étaient des nationalistes, point final. Donc, grosso modo, il représentait cette mouvance. Donc, ça, c'est très dur à entendre pour ses interlocuteurs locaux. Au passage, il faut préciser que le président prend quelques libertés avec l'histoire immédiate, puisque quand il dit que la manifestation, quelques jours après la mort du préfet Érignac, s'est réunie contre les menaces, les intimidations et pour protester contre ces méthodes, je vous rappelle que quelques jours après la mort du préfet Érignac, personne ne savait qui avait tué le préfet Érignac. Ça pouvait être tout autre chose. C'est bien plus tard qu'on a su. Ils ont été arrêtés plus d'1 an après. Et donc, bon, voilà, on voit bien que tout ça n'est pas dans... Ce n'est pas un premier pas vers une réconciliation, ces discours, hein, Xavier Pelletier. Comment les avez-vous perçus? Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là, on est loin d'être dans une politique d'ouverture et en effet, la dimension un peu girondine de la campagne d'Emmanuel Macron, on l'aperçoit plus tellement. Il y a une symbolique qui est très forte. Alors, il y a à la fois de l'émotion, hein, c'est vrai que le discours de Claude Érignac est très émouvant, et cette irruption
de Madame Erignac, excusez-moi, est très émouvant. Cette irruption de l'émotion et du sentiment dans un processus politique en cours, c'est toujours un petit peu délicat à gérer, mais c'est une émotion qui va être suivie, en effet, par un discours qui est celui d'Emmanuel Macron, qui dit des choses très claires. D'abord, il dit pas d'amnistie. Bon, c'est clair, il n'y aura pas d'amnistie, on s'en doutait évidemment, mais il le dit clairement. Il reprend... alors, il y a un double point Goldwyn, d'une certaine façon, puisqu'il se réfère lui aussi à la Seconde Guerre mondiale, de la même façon que Claude Érignac s'était référé à la Shoah et au mémorial juif de Nancy. Donc, on voit qu'on est dans un registre émotionnel extrêmement élevé, dans un registre accusatoire extrêmement fort. Les mots de terrorisme sont utilisés, beaucoup plus que les mots de lâcheté, les mots d'assassinat, beaucoup plus d'ailleurs que le terme de nationalisme. Hein. Oui, et puis Madame Erignac dit clairement, la page n'est pas tournée, elle est tachée de sang. À partir de là, ça va être extrêmement compliqué de reprendre le dialogue ou continuer ce dialogue. Oui, les mots sont durs, sans concession. Aucun de ces deux discours, et on s'en doutait également, n'étaient des discours évidemment pas d'oubli, ni même de pardon. Hein. C'était des discours d'hommage, de mémoire, mais on n'était absolument pas dans le pardon. Une grande fermeté affichée de la part d'Emmanuel Macron. Alors pour la suite, il faudra voir, hein, parce que le président de la République avait peut-être besoin d'afficher cette fermeté aujourd'hui, lors de cette commémoration, pour ensuite éventuellement faire dans la suite de sa visite un certain nombre d'ouvertures. On va voir ce qu'il annonce. On sait déjà encore une fois qu'il y a des points sur lesquels ce sera non. C'est la co-officialité de la langue corse, c'est la spécificité de la Corse dans la Constitution, c'est le rapprochement des prisonniers politiques, en tout cas avec en ligne de mire une éventuelle amnistie. C'est également le statut de résident corse. Sur tous ces sujets, ce sera non. On le sait de façon à peu près certaine. Après, il y a tout de même de la place pour un certain nombre d'évolutions en matière institutionnelle. Et on verra ce soir et demain ce qu'Emmanuel Macron met dans son fameux pacte girondin. On sait que pour lui, le pacte girondin, ce n'est pas la spécificité d'un territoire à l'exclusion des autres, mais c'est un droit à la différenciation finalement qui serait appliqué à l'ensemble des territoires, pour la Corse aussi bien que la Bretagne, l'Alsace ou l'Occitanie. Et donc, on va voir si, d'un point de vue plus concret dans la suite de sa visite, Emmanuel Macron fait tout de même un certain nombre de gestes d'ouverture. En tout cas, ce matin, effectivement, c'était la fermeté. Michel Verger-Franceschi, quelle lecture faites-vous de ces discours ? Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en vous écoutant. Bon, le premier discours, les mots que j'ai retenus de Madame Erignac, donc d'une veuve, pas loin de 80 ans, habillée en veuve corse, entièrement en noir, avec des bas de crêpe, ce qui est très rare. Ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, mais c'était la tenue de nos mères et de nos grands-mères veuves. Eh bien, Madame Erignac a employé 3 mots, paix, qu'on ne peut que saluer, fraternité et république. Et donc, j'y vois effectivement, moi, dans le terme de paix, plutôt une sorte de pardon dans une société qui se dit d'ailleurs parfois avec excès, une société chrétienne, une société catholique. On a un peu oublié le pardon aujourd'hui dans notre monde. Dans le discours d'Emmanuel Macron, il est le président de la République. Il a repris le mot, évidemment, de fraternité prononcé dans le discours précédent. Ceux d'égalité et de liberté. Liberté, ça me fait penser à un rapprochement entre le discours de Pascal Paoli, qui, au lendemain de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en arrivant à l'Assemblée nationale à Paris, a dit « Je vois enfin régner ici la liberté que j'ai cherchée toute ma vie ». Et donc je crois qu'il y a d'une part la cérémonie du souvenir et d'autre part la dernière phrase pratiquement du discours du président. Il faut donner à la Corse un avenir de la Corse sans sortir du giron républicain. C'est une parole d'avenir. Tous les jeunes lycéens aujourd'hui d'Ajaccio qui ont mis une banderole pour parler corse en Corse, ils sont tous nés après la mort d'Erignac. Et il ne faut jamais oublier dans l'histoire d'un pays, d'un peuple ou d'une région, le phénomène générationnel. Mes cousins ou mes amis dont les parents étaient présidents des anciens combattants, eh bien ils sont très différents, ils ne votent pas de la même façon que leurs petits-enfants aujourd'hui. Et donc, un étudiant de la fac de Corté en licence est né après la mort d'Erignac. Donc je crois que cette phrase du président, avec les mots de force et de paix,
eh bien c'est plutôt porteur d'avenir. Le clin d'œil à la Shoah, c'est aussi peut-être un clin d'œil à Gilles Simeoni, dont la mère alsacienne est d'origine polonaise et juive. Alors justement, on évoquait l'intervention de Dominique Erignac. À travers Mon mari, c'est la République que l'on a voulu toucher, que l'on a voulu abattre, a-t-elle rappelé? On l'écoute. Il faut se souvenir qu'à travers Claude, mon mari, c'est la République que l'on a voulu toucher et abattre. Venir ici, montrer que la République existe et se souvient est un acte fort. Réaffirmer les valeurs de la République ici l'est encore plus. C'est surtout une manière de dire que la République n'oublie pas, que la République n'oubliera jamais ce qui s'est passé il y a 20 ans. Contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, c'est également attester que la page n'est pas tournée. Comment pourrait-elle l'être d'ailleurs, alors qu'elle est tachée de sang? Je pense ici à une citation inscrite sur le mémorial juif de Nancy, que mon mari avait inscrite sur le carnet qu'il portait toujours sur lui. Oublier un crime est un crime. Aujourd'hui, nous n'oublions pas. Aujourd'hui, la République se souvient et n'oublie pas. J'espère surtout que la République ne faiblira jamais en Corse. J'espère que nous n'aurons jamais à dire « donner raison aux criminels est un crime ». Voilà, j'espère que la République ne faiblira jamais en Corse. On va revenir dans un instant sur ces propos de Dominique Erignac. Mais avant cela, direction Ajaccio, où nous attend Oriane Mancini. Vous êtes avec le député LR de Corse du Sud, Jean-Jacques Ferrara. Oui Delphine, et la cérémonie vient tout juste de prendre fin. Emmanuel Macron est encore sur place. Je suis avec Jean-Jacques Ferrara. Bonjour. On a senti durant cette heure de cérémonie beaucoup d'émotions dans cette rue où Claude Erignac a été assassiné il y a 20 ans jour pour jour. Effectivement, je ne vous cache pas que c'était une cérémonie chargée d'émotions à l'écoute de Madame Erignac, qui a parlé comme une épouse, qui a parlé au nom de ses enfants, qui a parlé de son mari dans les termes non seulement élogieux mais plein de sensibilité. Donc avant tout, nous étions là pour commémorer, et le terme paraît un peu particulier parce que c'est un événement qu'on se serait bien passé de commémorer. La France en général et la Corse en particulier se serait bien passé d'assister à cette cérémonie aujourd'hui. Beaucoup d'émotions aussi dans les propos du président de la République, qui n'a pas manqué de rappeler l'engagement de la Corse au sein de la République, dans la lutte contre la barbarie, lors de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que j'ai retenu de ce discours, au-delà des engagements, bien sûr, du président de la République, qui joue son rôle de chef de l'État, qui a rappelé les principes essentiels de la République, avec toute la conviction qui l'anime. Donc, beaucoup d'émotions globalement lors de cette cérémonie. Et le président de la République a su trouver les mots justes, selon vous, étant donné le contexte? Écoutez, le président de la République, dans sa position, je pense qu'il était difficile d'avoir des propos aussi qui fassent penser que la République un jour envisage de consentir quoi que ce soit qui aille à l'encontre de ses principes fondateurs. Ça, je pense qu'il a eu les propos qui sont ceux de la fonction qu'il incarne. Emmanuel Macron qui a aussi envoyé un message à un nationaliste. Il a rappelé qu'il n'y aura pas d'amnistie pour le commando Erignac. Il a aussi dit qu'il ne transigerait pas avec les requêtes qui feraient sortir la Corse du giron républicain. Est-ce que pour vous, il fallait dire ça aujourd'hui? Il fallait le rappeler?
Je pense que c'est ce que beaucoup de gens pensent et ne cessent de rappeler depuis maintenant des semaines. Il y a une volonté, indépendamment des succès électoraux de la famille nationaliste, des succès légitimes, je pense qu'il y a une volonté partagée en Corse par la majorité des gens qui vivent en Corse, qui élèvent leurs enfants en Corse, qui travaillent en Corse, de rester au sein de la République française. Il y a une position qui est affirmée. En ce qui me concerne, je n'en ai jamais douté et je n'en doute pas. Donc ce sont des propos qui ne sont pas de nature à m'impressionner ou à me décevoir. Nous souhaitons majoritairement en Corse, je pense, rester dans le cadre de la République française avec une volonté d'évolution de nos institutions, certes, mais qui ne sortira pas de ce cadre. Merci beaucoup, Jean-Jacques Ferrara, d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous, Oriane, pour cette réaction. Jean-Louis Andréani, c'est vrai qu'on entendait le député Ferrara. Beaucoup de Corses souhaitent qu'elle reste dans le giron républicain. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Mais peu de Corses souhaitent que la Corse soit indépendante. Et mon analyse personnelle de l'ampleur de la victoire des nationalistes aux dernières élections, c'est que précisément, ce qui a permis d'amplifier encore la victoire de 2015, c'est que l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. Et donc, il ne faut pas du tout se tromper. C'est pas Simeoni est tout sauf un fantoche, sauf une potiche. Et les gens ont voté en toute connaissance de cause, et ils savent très bien que Gilles Simeoni, qui a une grande autorité, qui est quelqu'un de très apprécié sur place, n'est absolument pas indépendantiste, de même que son père, Edmond Simeoni, figure historique de la scène politique corse et autonomiste de toujours, n'a jamais été indépendantiste. Donc j'aurais tendance à dire, pour paraphraser un peu Raymond Barre, qui disait si les Corses veulent leur indépendance, qu'ils la prennent, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens sur le continent qui voudraient que la Corse soit indépendante qu'en Corse. Ouais. Xavier Crétier. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. L'indépendantisme en Corse est vraiment ultra minoritaire. Et même si on analyse, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si on fait un peu de sociologie électorale sur les récentes élections en Corse, on s'aperçoit que les nationalistes, la liste nationaliste, a plutôt gagné grâce à des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on dit souvent la Corse fabrique des Corses, mais d'un point de vue de sociologie électorale, on s'aperçoit que les scores importants qui ont pu être faits par les nationalistes se font aussi là où il y a beaucoup de fonctionnaires, de passage dans l'île, enfin de gens qui vont voter localement, mais qui ne sont pas corses. Et inversement, on s'aperçoit que les grandes structures claniques, par exemple le clan Jacobi dans le Nord, tenaient beaucoup son assise de la part d'insulaires et de familles corses très profondément incrustées. Donc les nationalistes ne sont pas seulement soutenus par des nationalistes. En tout cas, dans les récentes élections, ils ont été soutenus par une grande masse de la population dans une phase de dégagisme qui a pu toucher aussi la France et qui a profité à Emmanuel Macron et qui en Corse a profité aux nations. Oui, ce qui brouille peut-être un petit peu les cartes, c'est cette alliance entre Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Jean-Guy Talamoni, lui, et il l'assume d'ailleurs, est un partisan de l'indépendance, et pour lui, l'autonomie ne serait qu'un premier pas vers une éventuelle indépendance. Alors c'est vrai que ce n'est pas le débat pour aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Néanmoins, ce que craignent certains, c'est un scénario à terme si l'option Talamoni devait l'emporter, un scénario à la catalane. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, sans doute, affiche dans un premier temps, lors de cette visite, une grande fermeté qui lui permettra peut-être ensuite de faire preuve d'un peu plus d'audace. On verra ça ce soir et demain. On peut parler de sa fermeté. On le réécoute justement sur le chef de l'État sur cette question de l'amnistie. C'est grâce à vous aussi que la justice de la République a pu être rendue. Car c'est la justice de la République qui a été rendue. Et elle sera suivie, sans complaisance, sans oubli, sans amnistie. Sans amnistie, les mots sont forts, Michel Verger-Franceschi. C'est de mauvais augure pour les revendications des nationalistes. Non, on parlera Emmanuel Macron demain à Bastia. Par nature ou par écriture ou par article, livre, etc. J'ai horreur de jeter de l'huile sur le feu. Et donc l'image qui me plaît, c'est celle de Madame Erignac qui dévoile une plaque où on voit le mot place écrit Piazza, avec les armoiries d'Ajaccio sur la gauche. Et donc, je crois qu'il faut chercher l'apaisement et qu'il ne faut pas rebondir sur des mots, au contraire, qui blessent. En disant, il refuse l'amnistie, on verra.
Aujourd'hui, c'était la journée du souvenir. Demain, ce sera sûrement la journée de l'avenir. Et j'aime insister sur les mots de paix, sur les mots de liberté ou d'égalité. Je crois qu'il faut dire aux jeunes Corses d'aujourd'hui qui ont moins de 20 ans et qui ont manifesté donc le 3, que c'est parce que nous sommes en République qu'ils ont le droit de manifester et que malheureusement, dans le monde, s'ils habitaient ailleurs, ils n'auraient peut-être pas pu. Jean-Louis Andréani, sur la plaque commémorative, oui, c'est vrai que ça peut être un pas vers la co-officialité de la langue corse et du français. C'est un petit peu c'est un petit peu le sourire ou le clin d'œil de la journée. Et d'ailleurs, je me disais que j'aurais aimé être je ne savais pas, moi, qu'il y aurait cette plaque bilingue, et j'aurais aimé, il est peut-être pas trop tard, on nous racontera peut-être, être une petite souris et savoir comment se sont passées les discussions, parce que ça n'a pas forcément été de soi, et c'est vrai que, alors qu'on s'achemine visiblement vers un refus de la co-officialité, avec donc un discours quand même marqué par la fermeté, c'est vrai que cette pancarte bilingue, c'est un petit clin d'œil, et peut-être un signal positif pour l'avenir, pour rester dans le registre de Michel Berger-Franceschi, même si, à mon sens, c'est pas évident à l'heure. Merci à vous. Merci Jean-Louis Andréani, merci Xavier Crétier, merci Michel Berger-Franceschi, merci à vous Ludovic de m'avoir accompagné pour cette matinée spéciale à l'occasion des 20 ans de cet hommage pour l'assassinat du préfet Erignac. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.